Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace pour ce rendez-vous exceptionnel de la Voix est libre. Nous vous emmenons pour une heure d'émission en direct à la foire du livre de Saint-Louis qui se tient pour la première fois dans ce bâtiment, le Forum, un nouvel équipement municipal qui permet d'accueillir cette foire dans de bien meilleures conditions. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble dans ce bâtiment et rejoindre la présidente de la foire qui ne doit pas être très loin et qui nous attend. Elle est arrivée hier soir, il s'agit de Laure Adler. Vous le voyez ici, ce bâtiment magnifique avec un joli hall d'accueil, on peut même manger des pâtisseries. Et 200 auteurs qui sont déjà installés, également 30 000 visiteurs attendus pendant toute la saison. Et Laure Adler qui me rejoint. Bonjour. Mais bonjour, merci, je vous cherchais. C'est parfait, vous êtes pile à l'heure. Bah oui, j'étais au marché. Vous avez trouvé quoi au marché de Saint-Louis? J'ai trouvé une tarte à la framboise, des petites asperges, j'ai trouvé de l'ail des ours. Bref, de quoi faire la cuisine, comme chez vous dès ce soir. C'est merveilleux, Laure Adler, quand on arrive comme ça dans une foire au livre, c'est quelque chose d'émouvant, non? Oui, j'avais eu la chance de voir hier soir l'installation et le moment où les éditeurs posaient les livres sur les stands. Mais j'avais pas vu encore la foule. C'était les auteurs qui étaient en train seulement d'arriver, tandis que là maintenant, il y a les familles. J'ai vu qu'il y avait des petits-enfants dans des poussettes. Énormément d'enfants qui viennent aussi à Saint-Louis. Il y a beaucoup de littérature jeunesse également. Et un plateau de France 3 est installé au cœur de cette foire. On va aller rejoindre des invités qui sont déjà là et qui nous attendent d'ailleurs. Et puis on a un complice aussi qui est présent dans cette foire. C'est mon confrère Olivier Stéphane. Le thème cette année, Laure Adler, c'est voyage. Alors Olivier va nous proposer une petite leçon de photographie pour démarrer cette foire et savoir comment ramener les plus beaux souvenirs quand on part en voyage. Oui, absolument Géraldine, parce que on a beau dire, mais tous les récits de voyage, même s'ils sont magnifiquement écrits, ne vaudront parfois pas une photographie. Et pour ça, il y a un truc, vous le voyez, ça vient de sortir, Les secrets de la photo de voyage, un livre qui a été écrit par Céline Jensch. Vous le voyez derrière moi, elle fait des photos de voyage absolument magnifiques. Alors, pour le dire rapidement, dans ce livre, vous trouverez évidemment tous les conseils techniques qu'il faut connaître pour la lumière, le diamètre, même l'hyperfocale. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous le découvrirez dans ce livre. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans ce livre, on peut découvrir et faire ce qu'est l'âme d'une photographie. Vous insistez sur quelque chose. Pour trouver cette âme, il faut savoir prendre son temps. Prendre du temps pour faire quoi ? Bonjour Olivier, oui bien sûr, le voyage nécessite de prendre son temps, déjà pour soi-même bien sûr, mais aussi pour la réussite d'une bonne image. Je pense qu'il est avant tout très important de s'imprégner des lieux, de se donner le temps les premiers jours quand on arrive dans le pays, de sentir l'âme du pays, d'aller à la rencontre des gens, pour évidemment essayer de tirer le meilleur, la quintessence du voyage et des rencontres photographiques. Alors il faut savoir aussi oser ne pas faire tout le temps des photos. Il faut savoir se retenir pour faire une bonne photo. Oui, je dis dans mon livre à plusieurs reprises que photographier, c'est savoir renoncer. Chaque image, chaque scène que l'on regarde pourrait être une photographie. Malheureusement, tout ne fera pas de la bonne photographie. Donc de temps en temps, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, s'imprégner des lieux, être à l'écoute de ses sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, même le goût parfois en dégustant des mets en voyage, pour ensuite retranscrire l'émotion en photographie. Alors, se laisser porter, savoir aussi que la technique finalement c'est pas primordial. On peut faire d'excellentes photos de voyage, vous l'avez fait, même si ce sont des photographies qui sont photographiées avec l'appareil en mode automatique. Oui, j'ai longtemps photographié en mode automatique, justement pour me laisser toute cette liberté d'émotion dans le voyage. Quand on commence à apprendre la technique photographique, on est souvent, plus obnubilé par la réussite de l'image, qu'elle soit nette, qu'elle soit bien cadrée, que tout le sujet soit bien dans le cadre. C'est le cadre qui compte. C'est le cadre qui compte. La composition est primordiale, bien sûr. L'instant décisif est primordial aussi. Et il ne faut pas avoir peur non plus de faire des photos qui sont par exemple des photos floues ou alors des photos qui sont cramées. Au contraire, ça peut apporter quelque chose.
Il y a plusieurs écoles en photographie. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de trouver sa patte photographique, sa signature photographique, peu importe qu'elle soit floue, nette, surexposée, surexposée. De nos jours, on trouve des milliers de photographies, mais en fait, ce qui nous distingue en tant que photographe, c'est vraiment ce qu'on arrivera à retransmettre grâce à la technique photographique. Finalement, on se trouve soi-même quand on photographie. Oui, absolument. On découvre même parfois des années plus tard des images qu'on a faites qui donnent déjà une certaine personnalité photographique. Alors Géraldine, vous l'avez compris, c'est une aventure. Ces photographies, c'est un peu l'aventure d'une vie. Et vous allez nous parler, je crois, du roman d'une vie. Le roman d'une vie, Olivier, avec ce thème de la biographie, l'autobiographie. Je suis partie de votre ouvrage Laure Adler, puisque vous venez avec votre dernier livre qui est une biographie, les 176 journées de François Mitterrand. Alors j'ai réuni autour de vous des invités qui sont avec nous. Hervé Bourges, bonjour. Prenez le micro, Hervé Bourges, sinon on ne vous entendra pas. Prenez le micro. Voilà. Vous êtes là avec votre troisième autobiographie, J'ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce temps. Andrea Ferréol, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous racontez votre vie dans la passion, dans les yeux. Et puis Audrey Pulvar est là aussi. Alors Audrey, elle ne raconte pas sa vie à elle, mais elle raconte la vie d'hommes qu'elle a pas forcément tous connus, évidemment, mais en tout cas des hommes qui vous ont marqué. Et on peut dire peut-être que vous vous racontez aussi à travers ces différents portraits. On va en discuter. Laure Adler, la biographie, il y a des bruits étranges, mais c'est pas grave. Prenez aussi le micro. La biographie, c'est un art que vous maîtrisez, que vous aimez. Là, excusez-nous, ça c'est simplement les bruits du micro de la foire qui nous font des misères, mais ça va s'arranger. Laure Adler, c'est l'orage. C'est l'orage. La biographie, c'est un art que vous maîtrisez. Non, quel je crois plaisir. Pas que je le maîtrise, non, vous ne maîtrisez non. pas. En tout cas, on vous définit comme biographe. C'est pas la première que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce travail de retracer la vie d'une personne qui a existé? Je crois qu'il n'y a pas une méthode et que ça dépend de la personnalité des gens qu'on a décidé de tenter de comprendre. Quand j'essaye de restituer la vie de Simone Veil, la philosophe, je vais, peut-être à cause de la brièveté de sa vie, décider de faire un livre très court qui est plus un portrait qu'une traversée du siècle. Quand j'essaye de comprendre la vie et l'engagement de Françoise Giroud, qui a commencé très jeune à travailler dès l'âge de 14-15 ans et qui est morte âgée tout en continuant à travailler jusqu'au dernier moment de sa vie, je vais essayer de comprendre le contexte économique, journalistique, politique qui va finalement constituer sa personnalité. Ça veut dire qu'il y a toujours une histoire autour de l'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une méthode pour faire une biographie. Il y a, je crois, une multiplicité de remises en question selon les personnes dont on va essayer de comprendre l'intériorité de l'âme. Alors comprendre l'intériorité, quand on est extérieur, c'est une chose. Quand on se raconte, Hervé Bourges, on raconte qui on est. À quel moment on décide qu'on a des choses suffisamment importantes à dire et qu'on va se raconter? Mais moi, ce n'est pas une biographie. J'ai écrit mes mémoires, si on peut dire, il y a déjà une quinzaine d'années. Et un nouvel éditeur est venu me voir en disant « Il faudrait que vous écriviez des choses sur votre vie ». Je dis « Mais j'ai écrit il y a 15 ans ». Il m'a dit « Qui s'en souvient ?» Il fallait renouveler le genre. Et qui a lu ses mémoires. Alors là, je crois qu'il a eu raison. Un abécédaire m'a permis de parler de tout sauf de moi. Un peu de moi aussi, bien sûr. C'est ça. Alors, mais de parler des hommes, des événements. J'ai la chance dans l'audiovisuel d'être le plus gradé, puisque j'ai occupé toutes les fonctions de président, mais en même temps, ça a été une partie de ma vie seulement. Ma vie, elle s'est passée aussi dans le monde, et on parle voyage, c'est le thème de ce salon. Eh bien, j'ai passé près de la moitié de ma vie à l'étranger, notamment en Afrique et en Algérie. Alors ce qui est amusant, en tout cas moi ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ouvre votre livre à la lettre A, puisque c'est un abécédaire, et A c'est Adler, Laure. Oui, mais je ne pouvais pas faire autrement. Un abécédaire, il fallait que je trouve quelque chose avant Adler. Mais le deuxième c'est Aït-Hamed, et il y a plein de gens qui m'ont dit Adler on connaît, Aït-Hamed on ne connaît pas. Oui, bien sûr. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir pu saluer en Laure Adler, un grand écrivain, une femme de conviction et une amie. Vous citez aussi... Et moi, c'est mon ancien patron. C'est quand même rare d'avoir un patron qu'on admire. C'est mieux dans la vie, d'avoir des patrons qu'on admire, mais surtout des patrons qui restent dans le compagnonnage d'un travail qui n'était pas facile,
pour vous, évidemment. Moi, je n'étais qu'une de vos collaboratrices, mais de continuer une relation amicale et que l'amitié perdure alors que le travail s'est arrêté. Ça, c'est vraiment formidable. D'aider à trouver des émissions nouvelles et des émissions culturelles sur France Télévisions que je venais de créer. Parlons de la culture à la télé maintenant. Revenez Hervé, revenez à la télé. Bon, très bien. Et notamment une émission que nous avons donnée à un certain Michel Field qui était très bon dans ce domaine. Bon, alors là, on est dans La Voix est libre sur France 3 Alsace et on parle culture, on parle de biographie, autobiographie. Andrea Ferréol, vous racontez votre vie. Alors votre vie, c'est un roman aussi. Oui. Vous en citez des personnes dans ce livre. C'est très impressionnant. C'est toutes mes rencontres de cinéma, de théâtre, de vie, d'amitié, parce que l'amitié pour moi est quelque chose de très très profond et de très important, et d'amour bien sûr aussi. C'est une manière de rendre hommage. Prenez le micro, Hervé Bourges, on ne vous entend pas. Hervé Bourges, attrapez le micro, on ne vous entend pas sinon. Audrey Pulvar, vous les entendez échanger. L'année dernière, vous avez publié un livre, 20 portraits de femmes. On vous avait accueilli d'ailleurs sur ce plateau aussi. 20 portraits d'hommes. Alors, on n'est pas dans la biographie, il est né tel jour, il a fait ceci. C'est vraiment une évocation de ces personnes à travers une vibration que vous avez eue personnellement. Oui, tout à fait. En fait, le Libre comme elle, l'an dernier, avait eu un certain succès et souvent, justement, dans des rencontres comme celle-là, à la foire de Saint-Louis, des tables rondes, des interviews, beaucoup de gens me disaient « Mais alors, est-ce qu'il y a aussi des hommes qui ont compté pour vous ?» Mais oui, évidemment, bien sûr, il y en a beaucoup. Et avec Libre et Insoumis, je fais ce que j'ai fait pour Libre comme elle, c'est-à-dire une sentimenthèque, pour reprendre le terme de Patrick Chamoiseau. Il y a des bibliothèques, il y a des discothèques, et il y a des sentimenthèques, c'est-à-dire un hommage rendu avec Libre comme elle aux femmes qui m'ont aidé à construire ma pensée féministe, et avec Libre et Insoumis, un hommage aux hommes de ma vie en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui ont complété ma vision de la relation à l'autre et de la façon dont la société idéal pourrait s'organiser. Alors, vous parlez de leur vie à eux, oui. Mais moi j'ai l'impression de vous deviner en fait à travers ces portraits. On se dit, mais finalement, elle se livre aussi. De façon, j'espère, un peu pudique quand même. Très pudique, et pas très trop, pudique, mais on s'est dit, c'est un choix. Le fait de faire un choix, 20 hommes, c'est pas 30, et c'est ces 20-là et pas d'autres, oui. Ça dit quelque chose aussi sur vous. Mais, en fait, l'idée, c'était que je parle de gens qui sont quand même très connus, que ce soit Bertrand Russell, Martin Luther King, Balzac, Dumas, René Char et bien d'autres. Donc, ce sont des gens sur lesquels quasiment tout a déjà été écrit. Et d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup des écrits de Laure pour... pour écrire ce livre. Et l'idée, c'était de raconter un peu comment ma vie à moi avait été bouleversée par la rencontre avec ces hommes-là, la rencontre avec leurs écrits, avec leurs discours, avec leurs combats, avec leurs interrogations et leurs sentiments d'échec aussi parfois, leur solitude. Tout ça a résonné en moi dès toute petite, et je raconte comment ils m'ont touché, Brel ou Brassens par exemple, comment ils sont entrés dans ma vie, comment ils m'aident encore aujourd'hui à regarder demain. Voilà. Hervé Bourges, est-ce qu'il vous arrive d'aller lire les biographies des autres ? Est-ce que c'est un genre qui vous plaît, qui vous attire ? Oui, le micro. Ça m'arrive, oui, bien sûr. Ça m'arrive très souvent, bien sûr, mais ça dépend des années, ça dépend des auteurs. Et je ne suis pas quelqu'un qui court après les biographies. Je dirais d'ailleurs les libraires non plus, et les maisons d'édition non plus. Parce que les gens se prêtent aujourd'hui à autre chose. Il suffit de voir un salon comme celui-là qui est magnifique, mais où les gens aiment des histoires qui leur rappellent beaucoup de choses à eux-mêmes. Et les biographies, il faut que ce soit des personnages très importants et qui aient beaucoup de choses à dire. Voilà, mais bien sûr, j'en lis. Andrea Ferréol, ça a été difficile pour vous de trouver un éditeur pour raconter votre vie ? Non, pas du tout. C'est lui qui est venu à moi. Donc, nous avons fait un rendez-vous et il m'a dit, voilà, j'ai envie, si vous voulez bien écrire votre biographie. J'ai dit oui. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Et 5 mois après, il avait la copie. C'est séduisant, non, de raconter sa vie ? Écoutez, oui, c'est séduisant et en même temps, c'est quand même assez douloureux parce qu'il faut aller puiser au fond de soi des souvenirs
parfois très, très lointains, très difficiles, et il faut les faire remonter et les exprimer. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de raconter parfois. Il y a des choses que je n'ai pas racontées, bien évidemment. Mais j'ai essayé d'être le plus sincère possible, puisque je trouvais que c'était important aussi qu'il y ait vraiment une sincérité dans ce livre. Et il y en a une, je pense. Laura Adler, une prochaine biographie à laquelle vous pensez? Ça se prépare longtemps à l'avance, c'est des choses qui cheminent, et puis un jour on se dit là je suis prête, j'y vais? À partir du moment où on a une idée, d'abord il faut, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, il faut l'expérimenter, savoir si elle peut intéresser un certain public, même s'il est assez petit. Et puis on peut avoir des idées intéressantes mais qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. Moi ce que j'aime quand je pars faire un voyage en biographie, puisque c'est le thème des voyages ici à Saint-Louis, mais pour moi, entreprendre une biographie, c'est généralement 7 ans minimum. 7 années, donc, sept années de travail sur, cette biographie et c'est un François Mitterrand. un voyage aussi géographique, parce que peut-être c'est bête, mais je pense que pour comprendre quelqu'un, il faut que j'aille dans les paysages et les endroits où cette personne a vécu. Et donc c'est un voyage aussi au sens géographique du terme. Par exemple, j'ai fait un très gros livre sur la philosophe Hannah Arendt, et j'ai vraiment parcouru tous les endroits où elle a vécu, de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça m'a fait voyager à travers les continents, parce que c'était une exilée d'origine allemande qui a vécu ensuite en France au moment de la guerre, parce qu'elle était résistante en Allemagne, puis ensuite elle est partie aux États-Unis, etc. J'ai vécu dans tous les lieux où elle a été. Vécu, pas seulement... J'y suis pas seulement allée, j'ai vécu, voilà. Et je pense que la lumière, les paysages, l'environnement, les personnes qu'elle a pu rencontrer, l'atmosphère contribuent à éclairer, y compris des gens, les parcours des gens les plus intellectuels qui soient. Donc là, je ne sais pas, je suis sur 2-3 pistes, je ne sais pas laquelle résistera à l'épreuve du temps, parce qu'il faut que ça mûrisse à l'intérieur de soi. C'est pas tac, on y va. C'est quelque chose qui s'enclenche dans votre cerveau à votre insu presque. C'est quelque chose. La biographie, c'est l'anti-romanesque, et pourtant il y a quelque chose d'une fabrique d'imaginaire avant même que ça ne commence. Audrey Pulvar, je vous voyais faire oui de la tête en entendant le travail, la démarche de Laura Adler. Vous vous reconnaissez dans cette démarche? Oui, bien sûr. Alors j'aimerais avoir le temps, effectivement, de partir sur les traces de ceux dont on parle. Mais bien sûr que le parcours, que ce soit d'Hannah Arendt, de Simone Veil ou d'autres, ou de François Mitterrand, et la façon dont Laure les raconte inspire et permet de comprendre aussi le monde dans lequel on vit. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti très modestement en écrivant sur ces hommes qui ont compté pour moi quand j'étais une enfant et adolescente et jeune femme en construction de sa vie d'être libre. Leurs pensées, leurs combats qui pourtant n'étaient pas forcément ancrés dans mon actualité des années 60, 70, 80 est tellement universel que de toute façon il m'a aidé à comprendre le monde dans lequel j'évoluais et la vie que je voulais construire pour moi. Et c'est un petit peu je leur rends hommage et si je peux transmettre, enfin moi je dis souvent à propos de ces 2 livres, si je peux donner le goût à ceux qui les connaissent de retourner vers leur œuvre ou à ceux plus jeunes qui ne les connaissent pas de découvrir leur œuvre, ce sera déjà ça de gagner. Il y a énormément de pistes aussi dans vos deux ouvrages, Hervé Bourges et Andrea Ferréol, des pistes en fait pour aller revoir des films, pour aller à nouveau s'intéresser à une actualité qui semble peut-être un peu lointaine parce qu'on était enfant à ce moment-là, qu'on s'en souvient pas. En tout cas, pour moi, ça a résonné comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, mais ce film-là, peut-être que je ne l'ai jamais vu ou je l'ai vu il y a si longtemps, peut-être à la télé, et il faut que je m'y replonge. C'est aussi finalement des clés, des pistes que vous offrez au lecteur. Bien sûr, c'est une façon aussi d'offrir à nouveau des possibilités d'aller voir des films, peut-être même essayer de revoir à la télévision des séries que j'ai faites, ou de relire certains bouquins, puisque Au bon beurre, c'est un livre de Jean Dutour qui a été magnifiquement adapté. Donc voilà, c'est aussi des passerelles.
Hervé Bourges, de la même manière, lorsque vous rappelez une actualité à un moment donné qui a pu être un petit peu oubliée, effacée, on n'en parle plus, c'est une manière de réveiller aussi la curiosité d'un lecteur par rapport au siècle qui s'est C'est extrêmement important, surtout dans un pays comme le nôtre, où on a occulté bien des périodes de notre histoire, d'une manière ou d'une autre. Il faut essayer de les faire ressurgir pour la mettre dans la conscience des gens, dans leur intelligence tout simplement, pour mieux comprendre la situation d'aujourd'hui et celle de demain, et puis d'essayer de mettre en avant des gens qui sont tout à fait estimables, mais qui n'ont pas, aux yeux de leurs contemporains, été des vedettes qu'on voit ailleurs. Bien, merci. On va s'arrêter sur ce thème biographie-autobiographie. Je rappelle que vous êtes présent à la foire, pour certains toute la journée, certains également demain. Hervé Bourges, vous participez tout à l'heure à une rencontre à l'Espace des mots sur le thème des médias et du service public. Je pense que je viendrai faire un petit tour, ça sera sûrement intéressant. André Ferréol, pour vous, c'est demain, fin de matinée, une rencontre avec le public animée par Fabien Lecoeuvre. Oui, avec et puis joie. Audrey Pulvar à 15h30 cet après-midi, Les Hommes d'exception, avec Daphné Victor, qui est la fille de Paul-Émile Victor et qui raconte son père. Vous serez ensemble donc à partir de 15h30. Et puis entre-temps, le public peut vous retrouver évidemment à vos stands. Merci à tous les trois pour votre participation. Laure Adler, vous restez, vous sur ce plateau. On continue ensemble. Alors, raconter la vie des gens célèbres, on vient d'en parler. On peut aussi parfois raconter la vie de personnes anonymes et des femmes, par exemple, au parcours sinueux, qui n'auraient pas eu l'idée de raconter leur vie si Frédéric Mechler n'était pas allé les rencontrer. Olivier, vous êtes avec l'auteur des Tisseuses de fraternité. Ah bah, pas encore tout à fait, je vais aller à sa rencontre. Frédéric Mechler, on la connaît, on connaît son journalisme engagé de proximité parce que il y a 2 ans, elle était déjà sur ce salon et si vous vous en souvenez, elle nous avait raconté le parcours d'un jeune Afghan qui était parti d'Afghanistan, qui avait traversé 4 pays pour fuir son pays, 4 pays un parcours durant lequel il avait failli mourir aux mains des passeurs. Et Frédéric Mechler, vous ce jeune homme, vous continuez à le rencontrer. Il a 24 ans aujourd'hui. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il devient ? Alors Abdul Malik, depuis la sortie de l'ouvrage, il s'est passé plein de choses pour lui. D'abord, il a fait un BTS à Paris, qu'il a réussi, dans le prolongement de son bac professionnel. Cette année, il est revenu en Alsace pour préparer une licence professionnelle à l'IUT de Mulhouse et un apprentissage dans une entreprise dans le Bas-Rhin. Voilà, donc à Schirmeck. Et si tout va bien, soit il va être embauché par son entreprise, soit il va continuer en master, toujours en alternance, en apprentissage. Donc un parcours d'intégration totalement réussi. Vous arrivez avec un nouveau livre. Alors ce livre, hop, on le regarde. Tisseuse de fraternité. Ce sont 15 portraits. 15 portraits qui sont des portraits de femmes relais du centre social et culturel Papin de Mulhouse. Femmes relais, c'est quoi exactement ? Alors, des femmes relais, c'est des femmes qui se retrouvent régulièrement dans un groupe, qui se retrouvent dans ce centre social. Au départ, elles sont venues à l'invitation d'une médiatrice culturelle. Elles étaient là pour apprendre le français, pour participer aux ateliers de cuisine. Elles se retrouvaient aussi à l'école comme parents d'élèves. Et elles se sont retrouvées pour à la fois ensemble s'entraider et puis organiser des actions dans le quartier et devenir des relais pour les familles, pour aider les familles dans différentes démarches. Donc des immigrantes qui, pour l'essentiel, des femmes immigrantes qui aident d'autres femmes immigrantes. Darek, vous avez fait les photographies que l'on voit, les portraits que l'on voit dans le livre. On sent la force, non ? Vous les avez photographiés d'une manière particulière. Oui, tout à fait. À la lecture des textes de Frédéric, j'étais frappé vraiment par le courage, le sens des résistances en fait de ces femmes. Et j'ai décidé là de les photographier debout, telles qu'elles sont, dans leur quotidien. Dans la force. Chez elles, oui, fortes, telles que je les ai connues, telles que je les ai découvertes. Pour la plupart, j'aurais pu être leur fils. Et vraiment, je me suis souvent interrogé sur leur capacité de résister au quotidien à tout ce qu'elles ont pu vivre. Parce que, justement, ces femmes qui viennent pour beaucoup du Maroc, d'Algérie, de Turquie, elles ont eu un destin très dur. Ça, on le découvre dans votre livre. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très dur ce que vous racontiez. Et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte de mettre ensemble ces 15 destins côte à côte ?
Je pense qu'effectivement, elles ont eu des vues très dures, mais maintenant, elles ont appris de leurs échecs, elles ont réussi à rebondir. Je trouve que leur parcours est édifiant. Et le fait de les mettre tous ensemble dans un livre, je trouve que c'est un portrait à la fois de la diversité, mais aussi elles ont en commun qu'elles ont surmonté leurs épreuves et surtout qu'elles continuent à aider d'autres à surmonter leurs épreuves parce qu'elles accueillent toujours des personnes qui arrivent sur le quartier. Elles sont très accueillantes, elles font plein de choses aussi autour d'elles et c'est aussi une expérience de citoyenneté parce qu'elles, grâce au groupe des femmes relais, elles prennent leur vie en main. Et elles avancent. Elles-mêmes se sont acceptées les unes des autres et finalement on les accepte et on accepte leur destin et ce qu'elles sont quand on lit ce livre. On va retrouver Géraldine et Géraldine va nous parler de tout à fait autre chose, de choses très positives. Le Feel Good Book, je crois Géraldine, mais c'est quoi le Feel Good Book ? Mais Olivier, le Feel Good Book, c'est le livre qui remonte le moral. Ce sont ces romans qu'on lit et on se sent si bien après qu'on est content de vite replonger dans un suivant. Trois nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Agnès Lédic, bonjour. Bonjour. Vous êtes là avec votre 3e roman. On regrettera 4e déjà. Eh bien, dis donc, j'ai lu 3e et j'ai pas vérifié, vous voyez. On regrettera plus tard, c'est déjà le 4e. Il se vend déjà très bien. Vous êtes dans le top 10 des ventes des livres. À vos côtés, Catherine Laborde, bonjour. Prenez le micro, Catherine Laborde. Il faut bien parler, sinon on ne vous entendra pas. Oublié qu'il fallait le micro. Alors vous, c'est pas votre premier livre non plus, mais c'est le premier roman. Voilà, exactement. Jusqu'à présent, vous aviez roman. Plutôt écrit sur votre vie, sur votre actualité. D'autres formes de récits, des formes de biographie. Et donc là, les chagrins ont la vie dure. Donc on a bien compris qu'on va leur mener une mauvaise vie à ces chagrins et que ça va aller beaucoup mieux après. Voilà. Également sur ce plateau, Romain Puertolas. Bonjour. Bonjour. Alors que je ne me trompe pas, c'est bien le 3e chez vous. Hein. Là, c'est le 3e, oui, là, c'est bien. Revive l'empereur, vous avez été connu, vous avez eu un succès fulgurant avec cette histoire du fakir dans son armoire Ikea. On en est déjà au 3e. Vous avez en point commun tous les trois de proposer aux lecteurs des livres qui rassurent d'une certaine manière, qui soulagent, qui font du bien à travers le rire, à travers des histoires difficiles qui se terminent positivement. Agnès Lédic, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu votre manière d'écrire et le lecteur, il attend vraiment ça, se sentir bien une fois qu'on a fini ce roman? Ben oui, c'est les retours que j'ai et c'est ce que vous dites, je raconte des choses très difficiles parce que ça fait partie de la vie, mais je crois qu'il faut voir l'espoir qu'il y a derrière et c'est ça qui fait du bien aux gens. C'est pouvoir s'identifier, se dire je ne suis pas seule à vivre ça et il y a une porte de sortie, il y a quelque chose de positif qui est possible au bout. Pour ce qui est de votre ouvrage, Catherine Laborde, c'est deux fragilités qui se rencontrent. On est un petit peu sur les mêmes schémas. Et puis, deux fragilités additionnées, ça devient une force. Oui, je suppose, mais au-delà du livre qui fait du bien, je veux affirmer que le livre fait du bien. Et c'est parce que le livre fait du bien qu'on peut dire qu'il aide à vivre. Il est même essentiel à la lecture. Le livre fait du bien, les mots écrits font du bien. Et je pense que plus on lit et je m'en réjouis. Après, il peut y avoir différents thèmes biographiques, autobiographiques, sérieux, pas sérieux, peu importe. Ce qui compte, c'est le livre et le mystère qu'il recèle. Et c'est ça qui donne la vie. Romain Puertolas, je vois dire oui, le livre, bien sûr. Pareil, quand vous attaquez un troisième écrit qui va être publié, vous dites là, le lecteur, il m'attend. Oui, mais oui et non, parce qu'il faut faire, je pense, que ce qu'on veut d'abord. Il ne faut pas se forcer, il faut faire les choses qui sortent naturellement. Alors quand je commence à écrire, bien sûr, je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un livre qui fait du bien. Non, je l'écris comme ça parce que je suis comme ça, en fait. Il est juste transparent, il est sincère. Et je voulais juste rebondir sur le fait qu'en France, il n'y a pas énormément de livres comme ça qui font rire. C'est pour ça qu'on parle en anglais du Feel Good Book. Feel Good Book, parce que c'est là-bas, aux États-Unis, que cette expression est née, effectivement. Donc on arrive avec un petit peu de retard, on va dire, mais on y arrive. Exactement, et pourtant on a une très grande culture cinématographique qui, elle, est basée sur le rire. Quand vous regardez les films, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les visiteurs, des trucs comme ça, on est très fort en France pour faire des comédies qu'on exporte. Par contre, dans la littérature, du coup, on a l'impression que si on fait rire, du coup, on n'est plus, c'est plus un livre sérieux. Enfin, je veux dire, vous voyez, on n'est plus dans la grande littérature française. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faut ouvrir un petit peu les limites de ça, de la littérature française. Laure Adler, de permettre aux lecteurs d'avoir des livres, on va dire, plus faciles, plus accessibles. C'est important aussi que la littérature ne donne pas une image uniquement d'écrits ardus, où on se dit, oh là là, c'est pas pour moi, j'ai pas forcément fait les études qu'il faut, j'oserais jamais lire un livre. Il faut qu'il y ait toutes ces portes. Non, je suis pas du tout d'accord. Je pense que chaque livre a ses
ces infinités de lecteurs. C'est comme des constellations. Chaque livre attend beaucoup de lecteurs différents, à des moments différents de leur vie, de leur état d'esprit, de leurs sentiments. Je pense qu'il n'y a pas de livre difficile. Je suis vraiment désolée, mais je ne le crois pas du tout. Dans Moi, la je langue, connais vous plein pensez de que- gens qui n'ont jamais fait d'études et qui ont commencé des cours du soir de philo ou des cours le week-end de philo. Je pense qu'un livre de Platon peut être ouvert par quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de pouvoir aller au-delà du Il faut BEPC. parfois le prendre par la main, ce lecteur aussi, non? Oui, à Parce chacun qu'on de se peut faire se un retrouver. chemin dans chaque livre. Je pense que si la littérature devient, par certains éditeurs interposés, une série de catégories avec les livres pour les bacs moins 15, les livres pour les bacs plus 18, etc., moi je m'oppose très violemment à cette série qui s'appelle La philosophie pour les nuls, l'islam pour les nuls, etc. Personne n'est nul dans la vie. Je m'oppose à cette idée que nous n'avons pas en soi la capacité de pouvoir comprendre le monde. Et je pense qu'effectivement, moi j'avais lu votre premier bouquin que j'avais adoré, qui n'est pas seulement un livre qui fait rire, qui est un livre qui fait réfléchir, qui fait s'indigner, qui fait se révolter, qui nous permet de faire un chemin à l'intérieur de notre tête. Je pense que vous n'avez pas cherché à faire des livres faciles, vous avez fait des livres qui vous plaisent et qui comportent aussi des fragilités, des failles, des moments de rupture. Et d'ailleurs, les lectrices, je dis les lectrices d'abord parce que les femmes lisent plus que les hommes. C'est bien connu, c'est comme ça, moi Comme je m'en ça, réjouis. ça c'est dit. Mais chacun, un livre pour le lecteur, c'est un chemin. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait des livres faciles. Maintenant, il peut y avoir un livre très difficile qui fait beaucoup de bien à une personne. Et puis quand Aussi. on dit livre facile, ça sous-entend quand même quelque Que c'est chose d'un débile. peu... Voilà, On n'est d'un pas peu- très Très débile, rapidement, voilà. ça peut les sembler lecteurs. péjoratif, Ah, effectivement. oui, alors que ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, Pascal Quignard est-il difficile à lire ou pas je veux dire, Eh ben, pas du tout. Pascal Bah, pas du Quignard, tout. moi je l'admire. Et il fait des petits livres haïkus, vous savez, Exactement, comme des oui. espèces de petits Oui. poèmes. Oui. Et quelquefois en 3 phrases, il y a tout un monde. Bien sûr. On n'a pas besoin de lire plus pendant Bien la sûr. journée, on se Oui. balade dans les rues. On a Oui. cette espèce de petit poème Oui. très simple Oui. sur la beauté de la naissance du jour, oui. par exemple, ou sur un oiseau qui tout d'un coup va apporter un signal d'un orage dans le ciel. Enfin, des choses élémentaires. Oui. Mais ce sont les choses élémentaires qui sont peut-être les plus difficiles parce qu'on est complètement déconnecté de notre rapport à la nature et aussi de notre rapport à nous-mêmes. Et c'est ce qui fait le bonheur d'écrire et de lire d'ailleurs, parce que ces deux bonheurs se ressemblent quand même. C'est de mettre des mots sur, voilà, comme vous dites, l'oiseau, le merle en ce moment chante à n'en plus pouvoir, c'est magnifique. On sent qu'il y a en tout cas un vrai plaisir de la lecture, de l'écriture. Ce qui est important, quelle que soit l'écriture, c'est d'accrocher le lecteur au départ. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que le premier chapitre, on le garde, ce lecteur. Oui, je pense qu'il y a une notion, pour rebondir un petit peu, une notion d'identification. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe quand on lit un livre. Il y a une émotion, je me redis, mais une identification, c'est trouver quelque chose dans le livre, quel que soit le livre, quelle que soit l'histoire, quel que soit le style. Quand on arrive à entrer dedans, c'est gagné. C'est ça qui Justement, compte. tout le mystère, c'est entrer dedans. Comment on Il n'y a pas de on méthode, cueille, justement. on cueille le Heureusement. lecteur. C'est ouais. avant le premier chapitre, c'est dans le titre même. C'est dans le titre. D'ailleurs. Hein, Le pourquoi titre, pas des fois, dans le des fois, on titre le choisit après, le titre. Oui. Il n'arrive pas forcément Mais avant. l'important, c'est qu'on ait un titre qui donne envie au lecteur de dire qu'est-ce que Il est très fort dans les titres. Il est aussi très fort dans les toutes petites citations. Vous savez, parfois, allez me dédicacer. parfois on vous met des grandes des citations d'auteurs difficiles, je vais les appeler comme ça juste pour vous embêter. C'est vrai que les citations, généralement, dans la littérature française, c'est Montesquieu. On arrive à la fin, Voilà, exactement. voilà. Et ben moi j'ai ri, j'ai beaucoup ri. Alors n'ayant pas commencé le roman. Et alors la citation c'est heureusement il y a Findus, 3 petits points, Findus. Publicité des années 80. Et forcément, vous le lisez et déjà vous avez la musique dans votre tête. Bon, après il y a une histoire de poisson et tout, on comprend. Il y a peut-être plus de personnes qui ont vu la publicité Findus que lu Montesquieu, peut-être. Non? Effectivement. Peut-être. Alors justement, je voudrais rebondir, si vous me le permettez, Mais sur allez-y, je vous en Findus. prie. J'adorais les petits pois surgelés. J'ai encore le goût des petits pois Findus. Voilà, donc surgelés. sur Findus, à propos de Findus, nous montons avec Philippe Lelièvre et Raphaël Bancou un spectacle sur les fables de La Fontaine.
ce ne sont que les mots de La Fontaine, les vers de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Mais à un moment donné, il y a l'irruption de Findus. Donc, je vous invite à venir voir le spectacle. Je me suis dit, mais comment va-t-elle raccrocher les wagons Mais là, bravo. La Fontaine est d'accord pour tout ça. La Fontaine est aussi un auteur du 21e siècle. Bon. Et donc, voilà, on prépare ce spectacle. On va jouer à Avignon tout cet été. Très bien. Alors, on a raccroché Findus avec La Fontaine. On le raccroche avec Napoléon maintenant. Vous voulez bien? Très bien. Parce que... Avec Napoléon, hein. C'est parfait, Napoléon. La Fontaine, Napoléon, hein, on est vraiment dans les grandes figures françaises. Parce que vous êtes quand même parti d'une première idée complètement farfelue, se dire Napoléon n'est pas mort, Napoléon Bonaparte n'est pas mort. Voilà, il décongèle, on le récupère sur un lit de poisson. C'est justement un chalutier de Findus qui pêche des cabillots dans la mer de Norvège et trouve deux boîtes dans laquelle il y a Napoléon qui est congelé et son cheval, l'un de ses derniers chevaux qui s'appelle le vizir. Ils vont le décongeler à température ambiante pour pas faire un gros choc thermique. Et il va revenir maintenant en 2015-2016 et voir ce qu'on a fait de la France. Et bien entendu, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'État islamique et Daesh qui est en train de nous faire beaucoup de mal. Et qui autre que Napoléon pourrait partir en guerre pour sauver la France et le monde contre l'État islamique? Agnès Sédic parlait d'identification. Là, on a un petit peu plus de mal à la sentir, l'identification avec le personnage. Non, avec le personnage, c'est-à-dire moi avec Napoléon? Non, le lecteur, là, vous lui proposez. Ah, le lecteur. Mais si, parce que dans chaque lecteur, dans toute personne, il y a un Napoléon. Il y a un petit Napoléon qui réveillez-vous et partez au combat contre toutes ces choses de la vie quotidienne. Avez-vous lu un bouquin génial d'une femme qui vit maintenant aux États-Unis où elle enseigne, qui s'appelle Laure Murat, qui a écrit un bouquin sur toutes les personnes qui se prenaient pour Napoléon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et pas seulement en France. Alors faites gaffe. Non, mais je ne me prends pas pour Napoléon. Ah bon, vous me rassurez. Et peut-être pour Murat, non? Mais je me prends pas pour Murat, c'est pas mal. En plus, c'est pas mal. Ça s'appelle Murat comme un général de Napoléon. Alors là, et c'est une maladie répertoriée dans les hôpitaux psychiatriques. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a un passage obligé dans un hôpital psychiatrique parisien. Forcément, on l'emmène. Vous êtes trop grand pour vous identifier avec Napoléon. Ouais. Ah ouais. Bon, ce pauvre Napoléon, il lui arrive quand même un peu des mésaventures. Bon, en tout cas, c'est vrai que vous avez une avalanche comme ça d'idées les plus saugrenues, les plus farfelues. On s'est dit, mais alors, d'où ça vient? Ça vient en avalanche comme ça Oui, ça vient par épisode. J'ai des phrases qui me viennent à la tête comme ça alors que je fais d'autres choses dans ma vie quotidienne. Et c'est comme ça que j'écris mes livres sur mon téléphone portable. Vous écrivez toujours sur votre téléphone portable? Je me suis demandé si vous aviez changé de... Non, j'ai pas changé de méthode parce que c'est comme ça que j'écris. Je suis pas à m'asseoir à un secrétaire de 8h à 12h. Non, moi je vis ma vie et c'est là que me viennent les histoires. Et donc ces histoires, oui, je m'étonne moi-même. Je me dis mais d'où ça vient ce truc-là? Mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi les gens se passionnent pour vos histoires? Non, je me demande où moi je vais trouver ces histoires-là. Où vous les trouvez? Après, on me demande, mais comment ça vous est venu à l'idée? Forcément, je dis, j'en sais rien. On ne peut pas ne pas vous le demander. C'est la question qui vient en premier. On se dit, mais ça n'en finit jamais. Mais plus c'est contrasté, plus c'est déroutant et plus ça me plaît. Mais il y a toujours une cohérence, si vous regardez. Bon, toujours un petit peu de morale, mais pas trop, un peu de conscience. Toujours un message. Il en faut un message aussi. Un message sérieux derrière, parce que sinon ce serait un livre de blagues, vous savez, ce serait une collection de blagues, c'est pas très amusant. Il faut balancer, il faut toujours le sucré et le salé. Mais moi je balance avec justement de l'émotion et des choses sérieuses et sociales. Voilà. Avec vos deux romans, mesdames, on est plus dans le message d'amour. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. On va s'arrêter là avec tous les trois. Je vous rends aux lecteurs qui vous attendent sur les stands. Je peux rappeler aussi que Agnès Lédig, demain à 14h, vous avez un entretien, une rencontre avec les lecteurs. Et Romain Portolas, pour vous, c'est 17h45 cet après-midi à l'espace des mots. Voilà. Je vous rappelle votre petit emploi du temps, histoire que chacun s'y retrouve. En tout cas, merci à tous les trois. On va accueillir de nos invités sur ce plateau, mais on va d'abord retrouver notre globe-trotter Olivier. Vous êtes en charmante compagnie, me semble-t-il, avec Nathalie Charlier. Alors, peu de chance que nos téléspectateurs connaissent Nathalie Charlier. Et pourtant... Ah oui, et pourtant, parce que Nathalie Charlier, c'est celle que l'on appelle ni plus ni moins que la machine à écrire. Alors rendez-vous un petit peu compte, rien que ce premier trimestre 2016, elle a écrit 3 romans, dont le 3e tome de Troublante Obsession, 464 pages. Alors sachant que le premier tome de Troublante Obsession s'est classé premier au classement Amazon en téléchargement livre au Canada, 2e en France, et que Ecstasy, qui est sorti en janvier, est déjà 17e des téléchargements en France.
Alors, l'auteur, c'est Nathalie Charlier, qui est ici, qui a un créneau, c'est bonjour, qui a comme créneau la romance sentimentale et la romance érotique. Et puis, une technique, c'est l'auto-édition. Mais alors, pourquoi l'auto-édition ? Disons qu'après une première expérience avec un éditeur parisien qui s'était révélé finalement assez moyenne, j'ai décidé de prendre les choses en main et de devenir mon propre maître. Et je me suis improvisée graphiste, correctrice, maquettiste et écrivain. Et écrivain, et en plus, c'est quand même beaucoup plus rémunérateur, auto-édité. C'est clair qu'on touche à la fois la part auteur, c'est-à-dire les droits d'auteur qui sont habituellement de 10%, et on touche également la part éditeur, 50%. Alors, je l'ai dit, hein, le style, c'est le sentiment un petit peu d'érotisme. Je vais prendre un livre pas vraiment au hasard, je glisse ma main dedans. Hein, et le premier contact de sa bouche sur la mienne est léger, presque timide. Ce geste qui pourrait paraître anodin déclenche une tempête de sensations au creux de mon estomac. Oh, je ne vais pas tout lire, mais ce type de littérature, ça répond à une demande. Oui, ça s'est démocratisé. Clairement, à une époque, on achetait les harlequins en les planquant sous le pot de yaourt et on mettait la jolie biographie qui faisait bien sur la table de la salle à manger. Et ce genre de bouquins, on les planquait dans sa table de nuit finalement pour les lire en catimini. Et en fait, maintenant, je pense que c'est depuis l'avènement de 50 nuances où les choses se démocratisent. Il y a également les tablettes numériques qui ont fait leur apparition, qui permettent de lire à peu près tout ce qu'on veut très facilement. Et ça se démocratise. Les femmes assument. Elles ont décidé qu'elles aimaient la littérature un peu épicée. Et puis... Et ça marche bien. Et ça marche très 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 bien. Un vrai lectorat, des vrais fidèles, c'est formidable. Alors, il faut savoir que Nathalie Charlier a beaucoup lu ce type de littérature avant de l'écrire. Et ça, Géraldine, ça ressemble un petit peu à ce qui va se passer avec vous maintenant, c'est-à-dire le gonzo-journalisme, le journalisme qui vit les choses. Le journalisme qui vit les choses, effectivement. Alors la discussion est déjà bien vive sur le plateau. J'accueille trois nouveaux invités qui nous ont rejoints. Mais c'est formidable. C'est bien. Oui, parce que je retrouve des amis que je n'ai pas vus depuis des années. Mais on est ravis, on est aussi là pour ça. Créer du lien, on est un média. Trois nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau, Laure Adler. On a avec nous Jacqueline Decker, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller littéraire de la Foire du Livre de Saint-Louis depuis maintenant 2 ans. Et vous êtes également critique littéraire toute l'année au Journal d'Alsace. Bientôt 20 ans. Voilà, ça c'est votre métier. À vos côtés, Paulina Dalmayer, comment vous voulez qu'on prononce votre nom ? Dalmayer, comme Dreyer, d'accord, on fait pareil. Vous êtes, vous, auteur publié aux éditions Plein Jour. Vous avez publié récemment, Je vous tiendrai par la main, Euthanasie, travaux pratiques. Alors Plein Jour, c'est un éditeur qui est présent ici, puisque vous, Sybille Grimbert, vous êtes cofondatrice de ces éditions. Ce sont des éditions qui s'intéressent à l'immersion, raconter la vie, notre société, le monde, en ayant des personnes qui passent du temps dans un univers particulier. Vous aviez également aux éditions Plein Jour un séjour en France qui avait fait beaucoup parler de lui, cette journaliste du Parisien, si je me souviens bien, voilà, Bérangère Le Petit, qui s'est fait embaucher dans un laboratoire en Bretagne et qui raconte le quotidien qu'elle a vécu. Alors on va parler de ce genre littéraire un peu particulier avec vous, ce reportage d'immersion. Jacqueline Decker, on l'appelle, bon, déjà, on va le dire quand même, c'est votre dada, hein. Vous adorez ça. C'est un de mes dadas. Vous adorez ça. C'est pas une obsession. C'est vous qui avez aussi choisi d'inviter l'éditeur Plein Jour. On est vraiment dans cette foire de Saint-Louis. Et alors, il porte un drôle de nom. Le gonzo, c'est vrai, G-O-N-Z-O, on se dit mais d'où ça vient, ça, le gonzo. Il y a toute une histoire derrière cette... On appelle ça le journalisme ou la littérature gonzo. Alors il y a plusieurs, qu'est-ce que c'est que ce drôle de nom ? Il y a plusieurs versions, je ne sais pas si Sybille Grimbert en a une autre. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, ça serait une expression de bar irlandais, ce serait le dernier gars qui se tient debout. Donc voilà, c'est pour qualifier ces journalistes ou ces auteurs qui vont aller quelque part à leur risque et péril, se mettre en danger, pas forcément physiquement, psychologiquement aussi, pour aller au fond des choses, très très loin. Alors le terme a été inventé par Hunter Thompson. Alors lui, il avait passé à peu près 1 an dans les années 60 avec les Hells Angels en Californie, jusqu'à ce que les Hells Angels, donc les bikers, pas très fréquentables, jusqu'à ce que ces gaillards-là se rendent
rendent compte que justement que ce Hunter Thompson n'était pas forcément des leurs et lui casse la figure, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est un métier dangereux. Il était plus debout. Le métier d'auteur est un peu dangereux. Voilà. Bon. Il existe d'autres histoires autour de ce mot gonzo, d'autres versions. Je crois que c'est la très très bonne définition du gonzo, mais alors plus généralement on peut dire que c'est de la narrative non-fiction. C'est un mot anglo-saxon et je crois qu'il est en train d'arriver en France. C'est toute l'écriture du réel, sur la réalité, mais écrite, avec un point de vue, effectivement en allant très en profondeur dans les sujets. Avec du vécu. Avec du vécu, avec de l'enquête aussi. Avec l'idée, quand on a créé ça avec Florent Georgesco, la maison d'édition, on s'était dit, si les auteurs rencontrent les gens, les écoutent, on sortira des sentiers battus, du côté un peu réducteur de la presse, ne serait-ce qu'à cause du format ou du brouhaha Internet. Tout ce qui, en fait, éloigne la réalité. Alors que si les gens y vont, si les auteurs y vont, la racontent, ils s'en approchent. Au fond, c'est toute la littérature qui est comme ça. Vous êtes aujourd'hui la seule maison d'édition spécialisée dans ce genre en France. Je crois, oui. Donc vous l'avez créée en 2013 avec un complice. Et vous ne publiez que ce type de texte. C'est une tendance qui commence à naître. Par exemple, il y a un très jeune éditeur qui s'appelle Adrien Bosque, qui a fondé les éditions du Sous-sol, et qui effectivement s'intéresse à la non-narrative fiction, mais aux États-Unis. C'est ça, aux États-Unis. Voilà. On est seul à le faire avec des auteurs. Vous le faites en France. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est un mainstream, comme bien on sûr, dit, c'est un sujet. Il y a même des tables de librairie principales des librairies spécialisées dans ce genre. Non, des rayons de librairie spécialisés dans ce genre, et c'est en train d'arriver un petit peu en France. Et au Canada aussi, c'est un genre Je voulais quand même signaler que Laura Adler a fait du gonzo. Ah oui, avec l'année des adieux. Parce que l'année des adieux, c'est une immersion. C'est un compliment. C'est un livre merveilleux qui compte beaucoup pour moi. On va préciser quand l'année des adieux, l'année des adieux, elle est revenue à l'Élysée. Elle a été quelques années en tant que conseillère culturelle de François Mitterrand. Elle en part, elle revient. Vous revenez, mais alors en tant qu'observatrice, exactement le principe. Elle s'immerge en immersion et vous avez rendu compte de cette immersion dans cette année crépusculaire à l'Élysée, dans l'année des adieux, qui est un livre extraordinaire. On a aussi un auteur qui est présent ici, Pauline Adelmayer. Vous, votre expérience, votre immersion s'est faite autour de la question de l'euthanasie. Alors comment on prend ce sujet en main sous la forme du gonzo? On les prend forcément, si vous voulez, à travers soi-même, c'est-à-dire en racontant la mort des autres, on se réfère toujours à notre propre mort, en quelque sorte, qu'on porte en soi. Donc c'est d'autant plus difficile parce que forcément on se projette. Mais en même temps, le format et la formule est extraordinaire parce qu'elle vous accorde la liberté que vous n'aurez jamais justement dans la presse écrite, y compris dans les grands formats des reportages. Donc vous pouvez vous permettre de faire part de vos propres sentiments, omettre, si vous voulez, cette prétention à faire le journalisme objectif ou neutre, qui n'existe pas, parce que chacun d'entre nous... On est tous des individus, voilà, c'est vient sûr. à sa propre histoire, vient d'un milieu particulier et mixte en quelque chose, si vous voulez, digère tout ce qu'il voit, absorbe tout ce qu'il voit à travers la machine qu'il est, l'histoire qu'il est. Donc c'est très attrayant pour les journalistes, pour les écrivains, parce que vous avez justement cette liberté et l'espace de dire et d'expliquer les choses de manière beaucoup plus fine et analytique que nous vous le permet la presse écrite. Vous pouvez aussi en venir à des choses personnelles, vos états d'âme, comment vous vous sentez ce jour-là après avoir rencontré telle personne. Exactement. Et c'est les cas notamment, si vous voulez, si nous prenons en compte tous les reporters de guerre qui décident à un moment donné d'écrire un livre, vous voyez à quel point vous réalisez le décalage entre les notes de presse que vous lisez et leur quotidien qui est extrêmement intéressant et qui influence forcément la manière dont ils écrivent ensuite les papiers. C'est la même chose concernant l'euthanasie où forcément, si vous voulez, les sujets vous affectent au plus profond de vous-même. C'est effectivement difficile de garder un esprit complètement froid par rapport à cette question. Est-ce que Jacqueline Decker, du coup, c'est pas le bon complément par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse
De lire justement la question de l'euthanasie, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, son nom m'échappe, aidez-moi, qui est présente, qui a écrit la dernière leçon, Noël Châtelet. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire d'un coup, qui est aussi présente. Oui, pour sur la dernière foire, leçon et la suite à la dernière leçon. Et, oui. donc c'est quelque chose qui touche la société aujourd'hui. On lit des choses. Alors il y a des lois, il y a des discussions à l'Assemblée nationale, et puis il y a ces récits. Ce sont des choses qui sont complémentaires pour un citoyen. Oui, et puis un peu logique parce qu'on est dans la presse, les médias en général, donc les chaînes d'infos, la presse, où les articles sont de plus en plus courts, et donc leur support internet, leur site internet, on est dans une culture de zapping. Donc on pioche, on va sur nos tablettes, sur nos téléphones, on lit très vite, on pioche, on a l'impression de savoir de plus en plus de choses sur de plus en plus de sujets, mais l'approfondissement, il est moindre. Donc ces livres-là, ce journalisme, cette littérature gonzo est le parfait complément pour s'immerger. Moi j'avais une toute petite question, si je peux me permettre, prendre votre place, Géraldine. Poser les questions. Est-ce que je voulais demander à Paulina, est-ce qu'on ne revient pas changer, ou est-ce que c'est pas difficile d'atterrir après une telle immersion? Si, bien sûr, c'est difficile d'atterrir, comme c'est difficile d'atterrir, si vous voulez, après un séjour à l'étranger dans une zone de guerre. Donc là, si vous voulez, les sujets qu'on choisit, je pense que ce n'est pas par hasard les sujets extrêmement délicats et difficiles à traiter. Si vous l'avez choisi, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui vous intriguait, vous aviez besoin de réponses, vous personnellement? Entre autres, et c'est, si vous voulez, au moment où j'ai commencé cette enquête, nous vivons dans l'attente d'une nouvelle loi sur l'euthanasie en France, qui a été promis, qui en fait est arrivé voté dans une forme très atténuée, qui ne satisfait apparemment personne. Mais en tout cas, si vous voulez, c'était le moment où on parlait dans les médias énormément de ces sujets-là, en citant justement des enquêtes qui ont été menées et des sondages d'opinion, sans éclairer le public sur les questions, sur l'essence des questions même qu'on pose aux gens. Et au moment, par exemple, où j'ai interviewé professeur Régis Aubry pour mon livre, je l'ai contacté, je me suis présentée, il m'avait dit si c'est pour la presse, si c'est une interview courte, je refuse d'emblée parce que je ne peux pas enfermer ces sujets en 2 minutes 40. Donc venir avec un projet de livre, voilà. Sous cette forme-là, oui. On vous a ouvert la porte. Exactement, parce que les gens, si vous voulez, les acteurs de ces événements sont aussi soucieux, si vous voulez, de donner une image exacte de ce qu'ils font et éclaircir vraiment, si vous voulez, leur démarche. Bon, on est aussi sur un sujet extrêmement sensible. Vous êtes allé jusqu'en Suisse, chez nos voisins, pour voir aussi comment ça se passe, puisque là-bas, l'euthanasie active est tout à fait autorisée. Sybille Grimbert, d'autres exemples Bérangère Le Petit, qui elle, a fait une immersion chez Doux, au moment où il y avait toute l'histoire, enfin juste après les abattoirs Doux. Les abattoirs Doux, les bonnets rouges, et elle y arrive au moment où 2 jours après Charlie Hebdo. Et elle va vivre avec la communauté des ouvriers de Doux. À la fois, elle voit leurs conditions de travail, elle voit leur bonheur. Et là, j'insiste là-dessus, parce que justement, faire cette narrative non-fiction, c'est essayer de voir toutes les nuances, tous les contrastes dans une situation. C'est pas forcément un regard militant, c'est pas le contraire non plus, c'est un regard qui a une opinion, c'est un regard singulier, c'est à travers le récit qu'on peut comprendre, nous qui le lisons, comment ça se passe, et ça montre toute cette variété de situations, des gens qui sont parfois heureux d'être là où ils sont, qui d'ailleurs pensent que le travail c'est fondamental, et elle donne cette texture de la vie. Elle montre aussi, il se trouvait que comme c'était Charlie Hebdo, elle montre aussi un certain éloignement. C'est pour ça que ça s'appelle Un séjour en France d'ailleurs. C'est-à-dire un certain éloignement de la province par rapport à l'ambiance parisienne à ce moment-là, survoltée, très très inquiète. Le sentiment d'écart quand même. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est typique. Au-delà du quotidien de cet abattoir. Voilà. D'autres projets peut-être, donnez-nous envie. Oui, parce rapidement. Que là je vais vous parler du livre qui vient de sortir et qui est très différent, mais pourtant je pense que ça participe de la même chose. Ça s'appelle Houellebecq au fourneau. C'est une analyse d'un très sérieux professeur d'université de l'œuvre de Houellebecq
livre après livre, à travers les plats, parce qu'on mange beaucoup chez Houellebecq, et il l'a remarqué. Et chaque plat, évidemment, va avec un instant de l'intrigue. Ça souligne un moment de l'intrigue, et il y a 86 recettes qui accompagnent ce livre très amusant à lire d'analyse de Houellebecq. Donc c'est un livre de recettes et un essai littéraire. On fait ça aussi. Et c'est encore du gonzo. Et c'est encore du gonzo. Au fond, oui. Non, mais parce qu'en plus, c'est vrai que c'est tout ce qui n'est pas le roman. Voilà. Comme ça c'est la définition. Pour prolonger cette discussion, si le public, si ça vous intéresse de continuer à en connaître davantage sur cette question, demain... Rencontre à 14h30, c'est ce que j'ai noté sur mon... mon... fais confiance. Oui, c'est aujourd'hui ou c'est demain? Maintenant, j'ai un doute. C'est bien demain, oui, c'est demain à 14h30 et c'est vous qui l'animez, Jacques. Il faut pas rater le rendez-vous. Je n'en rate aucun. Vous pourrez à ce moment-là encore, vous serez présente aussi pour... voilà. Merci à tous les trois. On va retrouver notre globe-trotter de la foire, toujours Olivier Stéphan, mais je ne sais pas du tout où vous êtes, Olivier. Est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez déniché dans la foire de Saint-Louis? Ce que j'ai déniché, c'est très simple, évidemment, c'est le public, parce que si vous regardez autour de moi, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des stands, vous allez voir des écrivains qui dédicacent, et évidemment, vous allez voir du public, beaucoup de public, dont Madame, tiens, par exemple. Vous êtes ici, vous vous êtes arrêté, vous avez fait tous les stands, vous cherchez quelque chose de particulier? On a fait quasiment tous les stands, oui, déjà, on vient tous les ans de toute façon, et on s'est arrêté à plusieurs stands, et celui-là en particulier parce qu'en fait, on cherche des moyens d'aider les enfants pour l'école, et notamment, par exemple, la Grèce, comment apprendre la mythologie, les dieux, etc. Et donc de façon un peu plus ludique et sympa, et puis d'apprendre nous aussi, tant qu'à faire. Parce que là, on le voit, ce sont des bandes dessinées qui racontent finalement le programme d'histoire. Ton programme d'histoire? Oui. Et tu penses que ça va t'aider, ça va mieux fonctionner en travaillant, en regardant comme ça, en apprenant par la BD? Oui, moi je préfère apprendre par l'oral parce que je suis meilleure à l'oral qu'à l'écrit. Et alors, si j'ai bien compris, toi déjà, tu lis pas mal, tu lis des livres spécialisés? Non, mais je lis des livres que j'aime bien et que des fois ma copine me prête. Comme quoi? Comme des livres de la bibliothèque rose. Et finalement, tu as trouvé ton bonheur un petit peu ici en voyageant? Oui, j'aime bien l'histoire parce que je trouve que c'est intéressant. Et finalement, dans ce stand, il y a de l'histoire. Vous, l'histoire, vous en profitez aussi? Oui. C'est toujours bien de se rappeler des choses. Et puis les enfants posent toujours des questions. Et puis il faut savoir répondre. C'est pas évident. Et vous trouvez les réponses dans les bouquins? Entre autres. Et puis toujours dans les bouquins, parce que maintenant il y a Internet. Si, l'Internet c'est très bien aussi. Mais les bouquins, ça reste quand même quelque chose de spécial. Tourner les pages, partager, c'est... Ouais, exactement. Donc je pense que l'Internet n'a pas encore détrôné les livres et j'espère qu'il ne le détrônera pas d'ailleurs. Merci beaucoup. Géraldine, à mon avis, l'émission touche à sa fin. On vous retrouve peut-être pour un petit au revoir? Je crois que c'est effectivement juste le temps qui me reste pour dire au revoir. Pour dire d'abord merci. Merci à vous, Olivier. Merci à vous qui nous avez accompagnés en plateau. Laura Adler, merci aussi d'avoir été avec nous pendant toute cette heure. Je vous rends à vos rôles de présidente de la Foire du Livre de Saint-Louis. Je crois que vous êtes encore très attendus aujourd'hui sur les différents espaces. La Foire du Livre de Saint-Louis, elle continue évidemment jusqu'à demain soir avec 200 auteurs, de nombreux visiteurs, de nombreuses rencontres. Restez sur France 3 dans un instant, place à l'information avec le journal présenté par Karine Gélévar, je crois aujourd'hui. On revient évidemment sur la victoire de la SIG hier soir à Strasbourg. Belle victoire. On leur souhaite bonne chance pour la suite d'ailleurs. Et puis moi je vous retrouve aussi dans le journal depuis la Foire de Saint-Louis. À tout de suite.